Pour le randonneur qui vient de parcourir des kilomètres sur le massif des Monédières, le site des Jaillants est une découverte improbable. Car on ne s'attend pas à trouver un peu perdu en pleine nature les vestiges d'un fanum, un petit temple gallo-romain bâti il y a 2000 ans. Et pourtant, la Nouvelle-Aquitaine regorge de sites qui permettent aux archéologues, aux historiens de mieux connaître cette période où les tribus gauloises ont été intégrées à l'Empire romain. Du site d'Écart dans la montagne Limousine, au terme de Cassino-Magus en passant par Limoges, vous allez découvrir des lieux et des histoires extraordinaires, parfois méconnues du grand public. Sud-Ouest, au temps des Romains. Pour commencer notre voyage au temps de l'Antiquité dans le sud-ouest, nous prenons une direction qui peut paraître à première vue surprenante. Le plateau de Mille Vaches, à 850 mètres d'altitude. Un territoire réputé pour ses grands espaces, sa nature, mais pas vraiment pour ses vestiges gallo-romains. Et pourtant, le site d'Écart sur la commune de Saint-Mère-les-Oussines est un témoignage rare de l'implantation de cette civilisation dans la montagne limousine. Vu l'état des ruines, j'ai vraiment besoin de ton aide. Claire, quel bâtiment pouvait-on construire avec tous ces blocs de granit? Alors tous ces énormes blocs de granit, donc, qui font entre 500 kg et 1 tonne, servaient à construire deux bâtiments, deux mausolées monumentaux. Donc les mausolées sont en fait des tombes, des énormes tombes qui font 5 mètres de haut, 10 mètres de long. Explique-moi ce qui s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre pour que ce soit dans cet état. Alors en effet, c'est très chaotique, mais les archéologues ont largement travaillé sur ce site et donc toutes les pierres sont numérotées et on s'est aperçu que, a priori, les pierres, en fait, les monuments avaient été déconstruits, donc non pas détruits, mais déconstruits, certainement pour récupérer le métal dans un premier temps et également un peu plus tardivement pour faire aussi, toutes les maisons globalement qui sont aux alentours sont faites avec les pierres du site d'Écart, puisque une des hypothèses, ce serait que ça viendrait de carrières de pierre, voilà, le nom de ce site. Mais pour qui ont été édifiés ces imposants monuments funéraires posés de façon ostentatoire au sommet de cette colline? La réponse se trouve peut-être en contrebas. Car il est assez probable que ces mausolées aient servi de sépulture pour les propriétaires de ces autres vestiges. Où est-ce qu'on se trouve ici, Claire ? Alors là, on est sur la partie d'habitation du site, donc ce qu'on appelle une villa, qui a une quinzaine de pièces avec un étage certainement, on pense. Donc c'est quand même une maison assez importante. Là exactement, on est dans la cour de la maison et on va arriver sur une partie de galerie qui était couverte à colonnades et qui permettait en fait d'accéder à différentes pièces et qui donnait sur cette cour intérieure. Donc, ces pièces-là par exemple? Alors ça c'est des cuisines, donc il y avait 2 cuisines dans cette villa. Alors on le sait parce qu'on a retrouvé des objets. Et également, ça, ce sont des éléments de four. On a une idée de la décoration qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une villa un peu luxueuse? Alors, on est dans une villa sur notre territoire qui reste une des villas les plus importantes du territoire. Assez luxueux, dans une des pièces où on va retrouver du verre à vitre, des mosaïques, du marbre, enfin voilà, différents éléments quand même qui donnent un peu de luxe. Donc cette villa, elle est en fait très bien placée, on cultive, on peut y vivre relativement bien, on a de l'eau. Les Romains se baignaient tous les jours, allaient aux thermes tous les jours et donc dans cette villa, comme dans beaucoup d'autres, mais on a des thermes privés. Donc on avait 3 pièces de thermes plus une piscine chauffée. Donc ça, les Romains avaient un système de chauffage extraordinaire parce que c'était un système de chauffage au sol, donc on appelle un chauffage par hypocauste. Donc on a au jour d'aujourd'hui dans nos maisons, ça vient des Romains. Et donc là, on arrive dans les thermes, donc les thermes privés de cette villa, avec ce bac que je te laisse découvrir. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un bac en granit, donc pierre locale, qui est monolithe, donc d'un seul bloc, qui est creusé pour réserve d'eau. Je n'ai jamais vu
une cuve de cette dimension et de cette époque, c'est rare, non? Alors c'est très rare, c'est la seule qu'on connaît en Limousin et a priori il n'y en a pas beaucoup en France parce que voilà, c'est monumental. Alors déjà, il faut avoir du granit, donc ça ne peut se trouver que dans les régions granitiques. Et oui, donc c'est la seule qu'on connaît, d'où d'ailleurs le site s'appelait à un moment donné le Bac d'Écart. Bien sûr, on se demande à qui pouvait bien appartenir cette belle villa, construite à partir du IIe siècle. À un notable urbain qui avait édifié ici une belle maison de campagne, à un riche dignitaire qui y logeait des domestiques pour entretenir les sépultures, ou bien, hypothèse privilégiée, à un propriétaire terrien à la tête d'un domaine agricole. Une chose est sûre, la création d'un petit étang grâce à un barrage faisait de cette villa un lieu particulièrement agréable. Quand je vois dans les images de restitution ce coucher de soleil là sur la terrasse, on a envie d'être avec eux à ce moment-là. Ah non, mais ça devait être vraiment, on devait quand même très bien y vivre. Voilà. Il y fait chaud, on a de l'eau, on cultive, puisque la terre, on pense qu'elle était aussi meilleure pour cultiver qu'à ce jour. Donc on y vit en effet a priori plutôt pas mal. Et c'est pour ça on pense aussi qu'on a une implantation importante à l'époque romaine grâce à tous ces aspects positifs du territoire. Puisque quand on est ici, on a l'impression qu'on est un peu au milieu de nulle part, au fin fond du plateau de Millevaches. Et par contre, on sait que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a eu des sondages archéologiques qui montrent qu'il y a plus de 28 villas dans les environs. Et on en fouille quand même quelques-unes autour. Il y en a des très belles où on trouve des très beaux vestiges, mais voilà, pour l'instant, le site d'Écart reste la plus importante. Entre le 1er et le 3e siècle, la Gaule, conquise par les Romains, a connu une incroyable période de paix et de prospérité. Cette richesse est particulièrement visible dans les grandes villes, comme Périgueux, en Dordogne. Créée par Rome au début de notre ère, fut l'une des plus importantes de la grande province d'Aquitaine. En 1959, on projette de construire des HLM à côté de la tour de Vaisonne, le monument le plus emblématique de cette période. Comme toujours, on procède à des sondages de façon préventive et la surprise. Les archéologues mettent au jour des murs d'1 mètre de haut, dont certains sont encore recouverts de peintures délicates. On vient en fait de découvrir l'une des plus importantes domus, grande maison de ville du sud-ouest. Le projet de HLM est déplacé, on décide alors de créer un musée dont on confie la conception à l'architecte Jean Nouvel, à lui de confronter la modernité aux fantômes du passé. C'est une rencontre quand même assez étonnante entre deux architectures contemporaines et antiques. C'est pas une confrontation violente, en fait. On est plutôt dans une forme de poésie. C'est un terme qu'utilise Jean Nouvel d'ailleurs dans l'écrit qu'il a fait sur ce lieu-là. Et je pense que c'est une vraie révélation en fait sur les strates qui progressivement ont caché et un peu mené dans l'oubli cette ville antique de Vézuna qui est aux origines de la ville de Périgueux. Alors, la richesse des collections, c'est vraiment toute cette collection de lapidaires, de blocs qui ornaient les monuments de la ville antique et qui ont été récupérés dans le rempart. Grande finesse quand même dans tout ce travail sur la pierre. Oui, c'est un travail principalement de la ville du IIe siècle qui a été réemployé. En quoi cette grande villa est exceptionnelle ? Alors, elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà par sa surface. C'est un lieu vraiment extraordinairement vaste. Un peu plus de 3000 m², c'est vraiment exceptionnel pour ce type de demeure urbaine. Et elle est exceptionnelle par son décor. En fait, ce qui a sauvé ce site, c'est que toute l'aile est a été découverte avec les peintures murales en place, in situ sur les murs. C'est une peinture intéressante, un petit peu tardive, on est au IIe siècle à peu près, et on y représente une faune, mais vraiment grouillante, d'espèces plutôt méditerranéennes. Toutes ces espèces sont vraiment peintes de façon réaliste. C'est soit un spécialiste qui les a peintes, soit quelqu'un qui était bien documenté avec ses cartons. Il n'y a pas qu'une architecture admirée ici, il y a des objets et avec eux, on rentre un peu dans le quotidien.
Ah oui, on rentre dans le quotidien, voire même dans l'intimité des habitants de cette maison il y a 2000 ans, de cette maison ou de sa ville d'ailleurs. On y trouve des objets de médecine et puis évidemment des objets plutôt liés à la parure qui nous parlent de façon très, très claire. Notamment, Incroyable, voilà, le oui, tout petit bracelet. Ce petit bracelet de bébé, il a été trouvé à 10 mètres d'ici exactement. C'est un petit bracelet en or. Et puis Oui, toutes ces bagues, alors là, elles sont juste incroyables. Quel sens ça a pour vous, conservateurs, de présenter ces objets pour nous, contemporains? Ça donne un sens à notre histoire, ça donne un sens à l'histoire de notre ville. On voit d'ailleurs comment on réagit aujourd'hui quand, dans certaines parties du monde, Oui, exactement. on essaye d'effacer ces traces. Oui, oui. Et on arrive à aborder des thématiques d'aujourd'hui qui sont vraiment complètement d'actualité, sur la mondialisation, sur le respect de la culture des autres, puisque les Romains aussi et les Gaulois ont des problèmes de mélange de cultures, et c'est intéressant de voir comment ça a été géré à cette époque-là. Et voilà, il y a plein de thématiques qui sont vraiment passionnantes autour d'un lieu comme celui-ci. Il faut bien l'admettre, nous avons une image quelque peu déformée de la conquête de la Gaule par les Romains. Certes, il y eut des combats, des résistances, mais les tribus celtes ont rapidement trouvé beaucoup d'intérêt à vivre à la façon des Romains. Mais comment s'en rendre compte quand les traces de cette période ont totalement disparu? Démonstration à Limoges. Christophe Maniquet, archéologue, est en charge de réaliser un diagnostic dans le jardin Saint-Éloi, situé au nord de la ville. Objectif, vérifier que le projet de construction d'un skatepark n'endommage pas d'éventuels précieux vestiges qui pourraient se trouver dans le sous-sol. Vous avez des soupçons, on est dans un jardin là, qu'est-ce que vous pensez trouver dans le sol ? Alors effectivement, on est dans un jardin qui a été construit au XVIIIe siècle, mais on sait que sous ce jardin, à une certaine profondeur, se trouve un amphithéâtre, l'amphithéâtre gallo-romain qui était associé à la ville d'Augustoritum. Alors, résultat de plusieurs jours de travail, c'est ça, explique-nous, qu'est-ce qu'on voit ? Alors voilà, dans ce sondage-là, effectivement, à 3,50 m de profondeur, on a mis en évidence ce mur-là, et qui est vraisemblablement un des murs de l'amphithéâtre attendu. C'est un bâtiment majeur, il fait près de 140 mètres sur 120 mètres, qui pouvait recevoir près de 25 000 spectateurs. Ici, la population de Limoges, mais probablement alentour, se réunissait pour assister à des combats de gladiateurs, à des chasses avec des animaux sauvages, des choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ça, c'était il y a 1500 à 2000 ans. Bilan positif, ça veut dire, de cette Bilan foule. positif, bien sûr. On est un peu frustré parce qu'on pourrait essayer de voir certaines choses, mais on répond aux attentes, c'est-à-dire savoir que avant les 3,50 m de profondeur, on n'a pas de vestiges qui craignent, et donc l'aménagement, s'il n'atteint pas pourrait vraisemblablement être réalisé. Pour avoir une idée de l'ampleur du monument qui s'élevait ici, il suffit d'imaginer à la place de ce jardin quelque chose de similaire aux fameuses arènes de Nîmes, l'une des mieux conservées du monde romain. Les traces de cette période de l'histoire de Limoges, aujourd'hui invisibles, sont pourtant bien là, quelque part, sous terre. Sur ce site, il n'y a pas d'objets mobiliers, mais parfois, l'archéologue a de la chance. Tu nous as apporté des objets, j'aimerais que tu nous en parles, et en quoi ça t'aide dans ton enquête ? Alors, par exemple, ce genre de morceaux, de fragments de céramique, qu'on appelle un tesson de céramique, c'est caractéristique de l'époque gallo-romaine. C'est ce qu'on appelle la céramique sigillée, typique par cette engobe rouge luisante qu'on attribue au IIe siècle de notre ère. Alors, par contre, quand on a la chance de trouver des monnaies, là, on va effectivement préciser beaucoup plus la période d'occupation ou la période à laquelle cette monnaie a été perdue, parce que ces monnaies de l'époque gallo-romaine sont estampillées par un empereur. Alors c'est qui l'empereur? Alors ça, c'est l'empereur Trajan. On est au début du deuxième. Donc avec une étude fine de cette monnaie, on va pouvoir même préciser à quel moment on est et dire cette couche-là n'a pas pu être déposée avant cette période-là. La pièce peut être utilisée après, mais en tout cas pas avant. Tout à fait, oui. Combien d'habitants d'aujourd'hui savent que Limoges n'existerait pas sans les Romains? La ville, baptisée Augustoritum, a en effet été créée ex nihilo vers l'an 10 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste. En construisant une capitale pour le peuple celte des Lémovis, il posait les fondations d'une civilisation gallo-romaine. Limoges est connue pour son patrimoine médiéval, la cité, la cathédrale.
Ce pont Saint-Martial, dont tout le monde dit qu'il est né au Moyen-Âge, est-ce que c'est exact? Non, ce pont-là est effectivement du XIIIe siècle, mais il repose sur les piles d'un autre pont plus ancien, un pont gallo-romain dont on a encore les piles sous ce pont-là. Et ce pont gallo-romain est installé sur une zone guéable de près de 800 mètres de long qu'utilisaient les Gaulois. À cette époque, Augustoritum était plus importante que Lutèce, le futur Paris. Comme toujours avec les Romains, la cité est organisée de façon géométrique. La scénographie urbaine est imposante. Les monuments prestigieux comme les thermes ou les fameuses arènes traduisent la richesse, le mode de vie romain. La ville est un outil de conquête culturelle. Si on n'a plus toutes ces traces visibles dans la ville, c'est parce qu'en fait, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait? On réutilise, on ne se dit pas qu'il faut garder nos ancêtres et les traces des Gallo-Romains. C'est tout à fait vrai, c'est une évolution, hein. C'est une évolution constante. Une ville, c'est ce qui est intéressant pour nous qui faisons de l'archéologie, c'est de comprendre l'évolution depuis la première aujourd'hui, mais dans son évolution globale à travers le temps. Parce qu'en fait, l'archéologie n'est pas là pour empêcher le développement urbain, hein. Loin de l'archéologie préventive, c'est justement faire toutes les observations nécessaires avant que les vestiges soient détruits. Mais dans certains cas, et quand on a un patrimoine comme celui de Limoges, c'est vrai qu'on a un petit regret de ne pas pouvoir en voir un peu plus. Si Rome a durant plus de 300 ans régné sur un empire qui allait de la Grande-Bretagne à l'Afrique, de l'Espagne à la Turquie, elle ne le doit pas seulement à la puissance de son armée. On peut presque parler d'une colonisation en douceur, économique, politique et culturelle. Pour comprendre pourquoi les élites gauloises ont très vite adopté les modes de vie des envahisseurs, nous prenons la direction de Cassinomagus, à côté du village de Chassenon, en Charente. Situé idéalement à un carrefour de routes importantes, Cassinomagus est une agglomération secondaire créée au 1er siècle après Jésus-Christ, autour d'un complexe monumental dédié à la religion et aux loisirs. Faisons un voyage dans le temps, Sandra. Imagine que je suis un citoyen gallo-romain, j'arrive de Limoges ou de Saintes et j'arrive ici. Qu'est-ce que je découvre? Une grande agglomération, au sein de laquelle on a un ensemble monumental d'édifices publics qui comprend un aqueduc, un sanctuaire, un édifice de spectacle et des thermes, qui sont probablement les plus monumentaux de France, en tout cas les mieux conservés, peut-être de la Gaule romaine. Il faut que je t'avoue quelque chose. J'en ai vu un certain nombre de thermes dans cette émission. Généralement, on voit que des murs qui arasent juste sur le sol, voire des élévations aussi importantes. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, surtout sur une telle hauteur. On a 7 mètres de conservé et sur une superficie d'1,5 hectare, oui. Très, très rare. Bon, tu m'accompagnes, on va au terme? Grand plaisir. Les vestiges sont si importants qu'on a choisi de les couvrir pour les protéger. Il faut dire qu'avec ces murs de plus de 7 mètres, ces 3 niveaux sur 1,5 hectare, les thermes de Cassinomagus sont les plus monumentaux de toute la Gaule. La renommée du site était telle que durant 300 ans, on venait ici de tout l'Empire romain. Je n'ai jamais vu une pièce comme ça dans les thermes. Dis-nous où on se trouve. Là, ce sont des piscines d'eau chaude qui font la spécificité des thermes de Chassenon. Des bains chauds, l'eau est amenée chaude dedans et maintenue à température par tout un système de foyers et de chaudières qui permettent d'alimenter régulièrement ces bassins et surtout de maintenir la température et de la pièce et de l'eau. C'est extrêmement rare d'avoir des vestiges de cette qualité-là, des piscines. Donc, le sol, a priori, le pavement, je ne sais pas quel est le terme exact, c'est le même, c'est d'origine? C'est d'origine, oui. Ouais. Et ici où on marche aujourd'hui, on est plus ou moins au niveau du niveau de circulation de l'époque antique. Ce qui est extrêmement rare, hein, et ce qui fait vraiment la spécificité des thermes de Chassenon. C'est-à-dire que là, dans ces thermes, on a vraiment 2 circuits qui permettent aujourd'hui aux archéologues de dire on a un circuit vraiment pour le soin du corps, pour le bien-être, et un autre circuit qui passe par ces 2 piscines qui sont plus à considérer comme des bains d'entrée avant d'aller au sanctuaire.
Est-ce qu'on sait à peu près comment était cette pièce? J'imagine qu'elle devait être décorée, il y avait des Elle murs. était décorée très sobrement, et puis il faut imaginer tout un ensemble de bruits où on a les foyers qui devaient chauffer, on a l'eau, le clapotis, on a les brouhahs, on a vraiment toute une vie autour de cette population qui vient ici dans les thermes, pas seulement dans les piscines, mais dans l'ensemble du bâtiment thermal en fait. Nous sommes en train de quitter le premier étage, celui réservé au public. Où est-ce qu'on se rend, Sandra? Ici, on est au rez-de-chaussée, réservé au personnel de service et à tout ce qui concerne le fonctionnement des thermes et de l'étage. Donc là, on est vraiment dans les coulisses. Cet endroit, je devine, c'est quoi? C'est un four, c'est ça? C'est un four qui fait partie des 12 fours reconnus dans les thermes. 12 fours. 12 fours. 12 fours, c'est monumental, c'est à l'échelle de l'édifice. Et ces fours ont une double fonction en fait. Non seulement ils alimentent en chaleur les pièces de l'étage, mais en plus ils permettent de chauffer l'eau qui va être envoyée dans les piscines chaudes qui sont juste derrière. On a une idée du nombre de personnes qu'il fallait pour faire fonctionner ce site? Ça reste très difficile à estimer, mais on est entre 50 et 100 personnes peut-être. Il faut bien comprendre que les fouilles commencent en 1960, mais qu'avant tout cela, c'est sous terre. Tout est sous terre. Est-ce qu'on peut dire, Sandra, qu'avec les Romains, les peuples gaulois vont découvrir une sorte de civilisation du loisir? Complètement. Le bâtiment thermal en lui-même, les thermes, sont vraiment l'apanage des Romains qui ont copié sur les Grecs, mais c'est ce qu'ils ont importé en Gaule et ça s'est répandu très très rapidement, et très rapidement certainement les Gaulois ont adopté le style de vie qui va avec les thermes. Alors, concrètement, comment on s'y prend pour faire du soin? Il y a des objets qui permettent de... Alors on a des objets, ce qu'on sait que les massages étaient faits à base d'huile. On pouvait même s'y faire parfumer. Donc, par exemple, cette petite fiole contenait du parfum. Bon, elle ne vient pas de Chasson, hein, bien sûr, mais c'est une réplique d'un objet retrouvé à Vézuna. Et l'objet emblématique des thermes, c'est ce qu'on appelle le strigile. Donc ça, c'est aussi une réplique, un objet en bronze qui va servir à racler la peau, qui a été couverte d'huile, vous avez fait du sport, vous avez sué, vous venez dans cette salle pour vous faire racler la peau et ensuite vous faire masser. Ma surprise, c'est de découvrir un objet en verre. C'était très répandu? Le verre était assez répandu pour des petits récipients liés au transport des onguents, des huiles parfumées, des parfums. Et à Chassenon, dans le courant du 19e siècle, une bouteille en verre, quasi intacte, entière, qui a été découverte, assez rarissime, et devait probablement servir à transporter des huiles parfumées. Il faut bien comprendre que ces thermes, il y a également une grande dimension sociale qui est importante. C'est presque l'un des sites. Quand on est dans une grande ville, peut-être comme Chassenon, ou en tout cas dans les capitales de cité comme Limoges, Périgueux, Poitiers, c'est vraiment le lieu de sociabilité où vous venez rencontrer votre voisin, vous venez marchander, si vous êtes marchand, vous venez commercer. Et d'un point de vue échange culturel, ça devait être assez impressionnant. Tout ça autour de ce que les Romains ont apporté en Gaule, les thermes. Voilà. Nous avons quitté les thermes, nous sommes dans le sanctuaire. C'est la raison d'être du site de Cassinomagus? C'est le point névralgique, c'est le point central. Les gens venaient à Chassenon pour le sanctuaire, qui est le lieu même de l'acculturation entre les modes de vie romains et les modes de vie gaulois. C'est vrai qu'il faut souligner que l'un des savoir-faire des Romains, c'est de ne pas avoir rejeté les dieux, la religion des Celtes et des Gaulois, finalement à les intégrer. C'est un vrai syncrétisme, c'est un vrai mélange des deux, avec une association entre les dieux romains, les dieux celtes, pour une même terminologie et un même sens du culte. Quel âge tu dis je veux être archéologue? J'ai dit à mes parents, je veux être archéologue quand j'avais 7 ans. Ils m'ont dit pas à bord ton bac. Et tu trouves quoi personnellement, toi, justement, qui te met en rapport en permanence avec notre histoire? C'est le côté humain. On n'a pas que des pierres, on n'a pas que des monuments, on n'a pas que des vestiges, on a derrière tout ça des hommes. C'est leur histoire, c'est leur vie, c'est leur savoir-faire que nous, on fouille, on arrive parfois à palper.
Et au final, on se sent très proche de ces femmes et ces hommes qui vivaient ici il y a 2000 ans. Oui, forcément. Mais leurs modes de vie sont plus ou moins les mêmes que les nôtres. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas le téléphone portable, mais ce qu'on a aujourd'hui en technologie ou en technique, c'est directement hérité de leur savoir-faire. Donc souvent de fois, les gens viennent ici en disant « on n'a rien inventé ». Mais c'est la réalité. Donc oui, il y a une forme de proximité humaine.